C'est l'artère nourricière, peut-on dire, de ces trois pays que nous allons voir aujourd'hui, car ses eaux et celles de ses affluents irriguent les basses plaines où l'on cultive le riz. Il a ici, en amont de Vientiane, qui est la capitale administrative du Laos, plus d'1 kilomètre de large. Vientiane, avec ses pittoresques marchés multicolores, où l'on vend des poissons du Mékong, puisque c'est le seul pays de l'Asie du Sud-Est sans déboucher sur la mer, ses légumes, ses piments très forts, célèbres dans toute l'Asie du Sud-Est. Vientiane, ville de 150 000 habitants, capitale administrative. En 1954, les Français avaient dû se retirer d'Indochine, et la conférence de Genève de 1961-62 avait confirmé l'indépendance et la neutralité du Laos. Neutralité, cela veut dire sans doute que les ambassades de pays opposés voisinent à Vientiane. En réalité, le Laos s'est vite trouvé écartelé entre deux groupes. La droite, soutenue par les Américains, opposée à la gauche, le Front révolutionnaire du Laos, appuyé par le communisme. Or, le Laos se trouve être un passage entre le Nord-Vietnam et le Sud-Vietnam, passage par lequel le Nord ravitaillait les maquisards du Laos et envoyait des renforts aux révolutionnaires du Sud-Vietnam. Le Laos est donc devenu un enjeu stratégique très important et un terrible champ de bataille depuis plus de 10 ans. La guerre a désorganisé complètement le pays, mobilisant les hommes, contraignant les femmes à travailler dans la plaine, provoquant l'exode de tribus entières. Il y a des familles qui, en 10 ans, ont été déplacées plus de 20 fois. Pays grand comme l'Allemagne fédérale, le Laos n'a que 3 millions d'habitants. Il est devenu le pays de l'exode permanent, avec son cortège de maladies et de misères confinés derrière les barbelés. Des enfants de 10 ans partent pour l'instruction militaire. À 13 ans, ils combattent dans des maquis avec un fusil plus grand qu'eux-mêmes. L'aide américaine toute puissante a surtout été absorbée par les dépenses militaires et les trafics de dollars, le trafic d'opium aussi, la spéculation sont les occupations les plus lucratives qui profitent à une minorité. Qui sait si la misère de ceux qui ont fui l'épouvante de la guérilla, l'épouvante des bombardements, n'est pas en train de donner à cette majorité qui souffre, au prix de tant de sang et de tant de larmes, une nouvelle conscience de sa personnalité nationale. Des barbelés, encore des mitrailleuses et des barbelés. Et c'est ici le Cambodge, pays grand comme un tiers de la France, mais 9 fois moins peuplé. En vérité, c'est d'un autre Cambodge que j'aurais aimé vous parler. Le Cambodge du grand roi Jayavarman VII, qui au XIIe siècle, à Angkor, a été le Louis XIV de l'Asie. Le Cambodge était un pays heureux, dans cette partie de l'Asie que l'on appelait l'Asie heureuse, l'Asie du bouddhisme du petit véhicule, du bouddhisme la tradition des ancêtres. En 1953, lorsque la France a rendu au Cambodge sa complète indépendance, le prince Sihanouk avait voulu, lui aussi, préserver la neutralité du pays. Mais le Cambodge, pris entre deux impérialismes, a dû, lui aussi, basculer dans la guerre. Malgré la guerre, d'ailleurs, le Cambodge tâche de vivre dans sa traditionnelle simplicité souriante.
Il faut dire que pour les Cambodgiens, le Cambodge est un don du Mékong. Le Cambodge avait été, au début de notre ère, fécondé par la civilisation indienne, et les Indiens disaient que le Mékong était lui aussi comme le ciel sur la terre, comme le Gange, Ma, Ganga, notre mère, Gange. C'est au bord de ce Mékong, mer Gange, que se promènent ces moines du bouddhisme du sourire, avec ce jeune coopérant hippie. 70 000 moines au Cambodge, groupés en 3000 monastères. Oui, vraiment, le Cambodge est un don du Mékong. D'une largeur de 12 km au moment des crues, il est relié à un grand lac qui est un immense réservoir de poissons. Et on a là une protéine bon marché. Les Cambodgiens consomment 20 kilos de poissons par an et par personne, vivent sur le fleuve, au bord du fleuve, dans ses sampans ou dans ses jonques, le fleuve qui irrigue des rizières, qui produit suffisamment de riz pour que le Cambodge puisse en exporter. Riz et poissons offerts par le Mékong, vraiment, ce pays avait tout pour être heureux. Got to help me make a stand. Just got to see me through another day. On en oublierait presque la guerre si ce déballage de stock américain ne venait nous la rappeler. Seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. On en oublierait la guerre, oui, si la route qui conduit à Saigon, capitale du Sud-Vietnam, ne venait si bruyamment nous la rappeler. Nous arrivons au poste frontière, nous entrons au Sud-Vietnam, ce pays où depuis 1945, la guerre n'avait pratiquement pas cessé. Après la capitulation japonaise, la guerre coloniale de reconquête menée par la France s'était vite transformée, après la victoire des maoïstes en Chine, en 1949-50, en une lutte que certains ont appelée la lutte du monde libre contre le communisme en Asie. Et d'ailleurs, dès 1950, l'effort de guerre français servait tellement la stratégie américaine qu'il était financé à 80% par les États-Unis. Les États-Unis n'ont pas tardé à prendre complètement le relais de la France, après que le Vietnam ait été partagé en deux au niveau du 17e parallèle. Le résultat, des zones ravagées par les bombes, des forêts dévastées par les défoliants, les paysans désertant les campagnes, plus d'1 million de morts, plus de 4 millions de personnes déplacées. Seul des pays de l'Asie du Sud-Est, le Vietnam n'a pas été fécondé par la civilisation indienne, mais marqué par une occupation chinoise de plus de 1000 ans, jusqu'au XIe siècle de notre ère. La fête du Nouvel An vietnamien
la fête du Tet est célébrée d'abord par le cortège du dragon, d'origine chinoise, qui est l'occasion de réjouissances de toutes sortes, auxquelles toute la jeunesse prend part. La fête du Tet, la fête du Nouvel An vietnamien, est aussi l'occasion de fêter les morts. Je dis bien fêter parce que la présence des morts dans la vie est une source de force pour le vivant. La musique traditionnelle, avec cette cithare à une corde, et la danse, ici ce ballet symbolisant le combat de coq, sont toujours fort en vogue. Et le théâtre traditionnel, avec ses costumes traditionnels, sa musique traditionnelle, joue encore un très grand rôle dans la vie populaire. La musique, la danse, le théâtre, avec leurs troupes ambulantes, pourraient presque se comparer au cinéma ou à la télévision chez nous. « 50% de la population au Vietnam a moins de 16 ans. L'avenir du pays réside peut-être bien dans ce mouvement des étudiants, à la fois anticapitalistes et antimarxistes, qui voudraient retrouver la personnalité de la civilisation du Vietnam. Cependant, dans la ville, la prospérité s'étale d'une façon insolente. Dans ce capitalisme de guerre qui fait pendant à la misère des campagnes. Et pourtant, sous l'apparente facilité de la vie et des sourires, la guerre est là, partout. Ose-t-on dire devant ces images que selon des statistiques dignes de foi, on consommait à Saïgon 1000 bouteilles de Coca-Cola par seconde, qu'il y avait 3 transistors et 2 rasoirs électriques par habitant, alors qu'il n'y avait qu'un lit d'hôpital pour 67 malades, une place dans les écoles pour 7 enfants. Campagnes à l'abandon, soumises au nobandisme, éclatement d'une société disloquée, vivant d'expédients et de surplus américains, épouvantables conditions d'hygiène, et vogue, comme on le voit, de sectes religieuses assez étonnantes, comme ici le caodaïsme, fondé
en 1919, et où les grands prophètes sont le prophète vietnamien Trang Trinh, Victor Hugo, Jeanne d'Arc, Churchill et d'autres, pourquoi pas. Mais l'être suprême, bien sûr, est un Vietnamien et un Vietnamien nationaliste. Chez les chrétiens, vous appelez Dieu le Père. Et nous vénérons tous les fondateurs de religions, tels que Shakyamuni, le Christ, Lao Tzu, Confucius ou Mahomet, comme étant des instructeurs de l'humanité, des missionnaires de Dieu, envoyés par Dieu le Père sur la terre, prendre forme humaine pour instruire l'humanité. Et je vis l'image de Victor Hugo. Qu'est-ce que ça signifie? Victor Hugo n'est qu'une réincarnation dans des esprits qui fait partie du cortège impérial de l'empereur céleste. L'esprit Victor Hugo est en réalité le nom de Nguyet Tam Cheng Nhân. Oui. Seulement en sa dernière incarnation, il a pris la forme humaine de Victor Hugo. Mais l'esprit qui est incarné dans le Victor Hugo a la mission divine de porter la foi chaldéenne à travers le monde. C'est pourquoi nous le vénérons. Une autre secte, moins importante celle-ci, mais qui a quand même quelques succès populaires. Le prophète en est cet homme. Cela peut paraître comique, mais à quel degré de désespoir a-t-il fallu atteindre pour que l'espérance de l'homme s'accroche ainsi à des formes religieuses aussi farfelues? Oui, ce sont les séquelles de la guerre, comme ces orphelinats. Enfants nés du croisement de races différentes, vivant dans les pouponnières, qui toute leur vie souffriront de cette naissance de guerre. Handicapés physiques, aveugles, dont le dernier regard a été un regard d'épouvante. Ils apprennent à vivre sans voir, au-delà des images de leur passé, dans la profondeur de leur conscience ancestrale. Peut-être retrouveront-ils ce que les jeunes des pays d'Indochine recherchent les yeux ouverts, mais à tâtons. Je veux dire, leur individualité propre, leur personnalité profonde, qui seule pourra les mener à un développement harmonieux.